observer une minute de silence dans cette cellule où est mort Toussaint Louverture le 7 avril 1803. L'homme qui est mort ici, dans le froid et dans l'oubli, s'appelait Toussaint Louverture. Son nom me disait vaguement quelque chose, mais j'ignorais tout de cet ancien esclave noir, devenu général de l'armée française, puis gouverneur de Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti. 200 ans après sa mort, cette cérémonie rend hommage à celui qu'on appelait le premier des Noirs. Au nom du président de la République d'Haïti, son Excellence... Quelques officiels sont réunis pour l'occasion, un ambassadeur, un ministre, des personnalités venues d'Afrique et des Antilles. Mais en France, l'indifférence est totale et le nom même de Toussaint Louverture est presque inconnu. Pourquoi ce grand personnage haïtien est-il mort ici, en plein cœur des montagnes du Haut-Doubs? Quel crime a-t-il commis pour être déporté à 7000 km de chez lui, enfermé dans le plus grand secret? Autant de questions qui me décidèrent à partir sur les traces de Toussaint Louverture pour tenter de comprendre son histoire. Haïti est situé non loin de Cuba, dans l'archipel des Antilles. Cette petite république occupe la partie ouest de l'île de Saint-Domingue, la partie est étant occupée par la République dominicaine. Ici, nous nous trouvons au haut du Cap et sur l'habitation Breda. C'est là qu'est né et a grandi Toussaint Louverture. C'est une grande habitation énorme sur laquelle travaillent énormément d'esclaves, entre autres Toussaint Louverture. Il y a passé donc une bonne partie de sa vie. Mais il n'a pas été toute sa vie esclave. Toussaint était quand même un esclave un petit peu particulier par rapport aux autres. C'est la raison pour laquelle, au bout de cette temps, ses maîtres l'ont affranchi. On ne voit plus les traces donc, de cette énorme plantation où il grouillait énormément d'esclaves. On a donc construit on a donc élevé un monument pour nous rappeler qu'ici a grandi et a vécu Toussaint Louverture. C'est donc là qu'a vécu Toussaint Louverture. Mais à ma grande déception, il ne reste rien. Pas une ruine, pas un pan de mur de l'ancienne plantation de canne à sucre où Toussaint fut esclave jusqu'à l'âge de 33 ans. Je me suis donc rendu au musée d'art haïtien de Port-au-Prince dans l'espoir de trouver d'anciennes gravures de l'époque coloniale et même des portraits de Toussaint Louverture. Nous avons peut-être 10 à 12 portraits de Toussaint Louverture, mais qui ne se ressemblent pas du tout, mais pas du tout. Alors, lequel est le portrait de Toussaint? On n'a pas fini de discuter là-dessus. Il y a plusieurs de ces portraits qui sont caricaturaux pour les raisons très simples. La gravure pouvait fortement orienter l'opinion publique. Et que montrer un Toussaint qui se rapprochait du singe, n'est-ce pas, avait parfois énormément d'importance pour justifier l'esclavage et pour justifier tout ce qui se passait. En dehors de ces quelques reproductions, aucun document n'évoque la vie de celui qu'on appelait parfois le Spartacus noir. Le conservateur m'expliqua qu'il était très difficile de trouver des traces de cette époque, car les villes haïtiennes ont disparu 3 ou 4 fois dans des incendies. Mais dans les salles du musée, il me fit découvrir des dizaines de tableaux récents qui racontent l'histoire d'Haïti. Ce qui est important pour l'Haïtien, c'est que Toussaint représente l'esclave qui a pu se libérer de l'esclavage et qui, sorti de l'esclavage, va libérer ses frères. Donc il n'aura qu'un seul rêve, le rêve de l'abolition totale de l'esclavage. Donc ce premier tableau, c'est justement Toussaint, esclave qui dort et qui a une vision, disons plutôt un rêve. Le rêve d'un ange qui vient lui donner sa mission. Sa mission est celle de libérer ses frères. Donc le tableau représente ensuite Toussaint qui devient cocher et nous avons la situation des esclaves à l'époque, les esclaves qui sont fouettés par le commandeur. À l'époque coloniale, il y avait à Saint-Domingue 790 plantations qui faisaient travailler plus de 500 000 esclaves dans les champs de canne à sucre, de café et d'indigo. Saint-Domingue, la perle des Antilles, était alors la colonie la plus prospère du Nouveau Monde et le premier producteur mondial de sucre. Aujourd'hui, toutes ces plantations ont disparu ou sont à l'abandon. J'apprends par hasard qu'il en existe encore une qui a été rénovée et transformée en musée.
Là, c'est une vieille habitation coloniale. De plus en plus, elles sont réduites, elles s'en vont, on ne s'en occupe pas. Et je crois avoir été peut-être le seul à avoir eu l'idée de la mettre, pourquoi parce que je suis architecte et que j'aime l'histoire. Alors voici la Grande Rousse et voilà, je voulais la faire tourner. Et Chada, vous voyez, quand on envoie l'eau arrive en haut. Il y avait un axe qui venait ici, et c'est là qu'il y avait le moulin et qui broyait la canne. Alors voici l'habitation. Au sommet se trouvait l'habitation, la case du colon. Alors c'est de là qu'il pouvait contrôler son habitation. Il avait le regard là-dessus. À côté de lui, il y avait la case de l'économe, c'est son assistant. Et ici, c'était les ateliers. Et ici, c'est les cases des esclaves. Et vous verrez qu'on faisait une différence entre l'esclave blanc et l'esclave nègre. L'esclave blanc était logé dans un bel édifice, tandis que le nègre, on lui donnait une petite cahute. Qu'est-ce que vous appelez l'esclave blanc? C'était des gens, des malfaiteurs. Pendant 36 mois, ils s'engageaient. Et j'étais d'interprétation, travaillant comme des esclaves. Mais c'était des blancs. Ils venaient d'Europe, de France particulièrement. Après ces 36 mois, il était libre, il devient citoyen à part entière. Tandis que les autres, c'était les esclaves, c'était les petits nègres qui étaient là, et qui avaient la vie dure. Ces esclaves, généralement, ça venait du Bénin. Je croyais tout connaître de l'esclavage. J'avais lu La Case de l'oncle Tom et vu le film La couleur pourpre. Mais non. L'esclavage était en réalité bien autre chose que les rapports individuels entre un maître et son esclave que nous a montré le cinéma. En découvrant cette maquette, je comprenais que le système de la plantation était avant tout une machine économique basée sur le travail forcé et la violence. Alors, pour vous montrer comment le traitement infligé aux esclaves était terrible, voici par exemple une chaîne pour 4 esclaves. Vous voyez, il y avait un esclave ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Mais toujours avec cette masse pesante, on pouvait à peine déplacer. Non, ça c'était pour l'attraper, l'esclave qui s'est sauvé. Donc ceci était attaché à un arbre. Et lui, il venait rôder, il lui fallait manger. Ça ouvre. Et l'esclave met le pied là-dedans et il est attrapé. La première fois qu'il était attrapé, on lui coupait un bras. La deuxième fois, une jambe. La troisième fois, c'était le cou. Donc c'était la mort. Saint-Domingue était une usine à consommer du nègre qui a eu un rythme effrayant. Près des 2 tiers de la population étaient nés en dehors de la colonie. C'est-à-dire que les gens ne duraient pas. Un esclave, tout juste plongé dans l'enfer des ateliers, des manufactures, accusait une durée d'existence qui n'excédait pas 10 ans. Au-delà de 10 ans, on mourrait. Ce tableau représente un marché d'esclaves. Nous pouvons voir ici la table des vendeurs et tout ça. Et ici, les acheteurs qui sont en train de vérifier le produit, hein? Le bois d'ébène. Le bois d'ébène. C'était ça. On était des marchandises, on n'était pas des gens. Hein? On était comme des mulets ou des chevaux. Pour le développement et des villes occidentales telles que Nantes, Bordeaux et tout ça, en France, c'était la machine pour couper la canne, pour faire le sucre. On était en train d'acheter les pièces détachées. On ne peut pas raconter l'histoire de France entre 1635 et 1850 sans évoquer l'esclavage. Or, la partie de cette histoire qui concerne l'esclavage est réduite au minimum. On y fait allusion, mais d'une manière
telle que personne n'y comprend rien. La preuve, c'est que les Français ne le savent pas. Quand on parle d'esclavage en France, on pense à la case de l'oncle Tom, on pense aux Américains, on ne pense pas aux Français. Peu de gens qui se rendent compte que les 8 millions d'Haïtiens d'aujourd'hui sont les descendants directs de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants que les bateaux de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, de Dunkerque, de Honfleur, de Marseille, de Bayonne ont transporté là-bas. En 1789, la Révolution française éclate. L'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce texte ne s'applique pas aux colonies où la législation de l'Ancien Régime perdure. Les hommes naissent donc libres et égaux en droit, mais seulement en métropole. À Saint-Domingue, les colons refusent toute réforme et règnent par la terreur. Plusieurs centaines d'esclaves se rassemblent à Bois-Caïman et décident de conquérir leur liberté par les armes. C'est ici, à Bois-Caïman, donc sur la place Normand-le-Mézy, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Bois-Caïman, qui a eu lieu en 1791, le 24 août, dans la nuit du 23 au 24 août. Et au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Boukman pour décider de leur sort. La cérémonie a eu lieu autour de cet arbre. Cet endroit a été tenu secret des esclaves. Les maîtres ne savaient pas qu'ils étaient là. Et ces esclaves, donc, au cours de cette cérémonie, ont donc chacun, en buvant un peu du sang de cochon qu'ils ont égorgé, ont bu du sang. Et il y a eu l'union de tous les esclaves. Donc c'est dans les esprits et dans les cœurs, la révolution a commencé ici. On ignore si Toussaint Louverture faisait partie de l'insurrection dès son origine, mais en quelques mois, les armées d'esclaves contrôlent une grande partie du pays. Effrayés par cette révolte et par les idées révolutionnaires de métropole, les grands propriétaires blancs se disent que le moment est venu de réaliser leurs rêves. Devenir indépendants de la France, tout comme leurs voisins américains qui ont coupé leurs liens avec l'Angleterre. Tout va basculer en septembre 1792. La France envoie un bataillon de 6000 hommes pour pacifier l'île. Cette expédition est menée par 3 commissaires civils, dont un certain Sontenax. Mais les colons jugent ces commissaires trop favorables envers les esclaves et s'attaquent à eux militairement. Sontenax comprend que la France risque de perdre la colonie de Saint-Domingue. Il prend alors une décision capitale. Il propose aux esclaves révoltés de se rallier à lui en échange de leur liberté. Le pari réussit. Les colons sont battus et le 29 août 1793, Sontenax déclare l'abolition de l'esclavage sur l'île. 6 mois plus tard, à Paris, la Convention ratifie cette abolition et l'étend à toutes les colonies françaises. C'est la première abolition de l'histoire. Les 3 députés de Saint-Domingue sont admis comme députés à part entière à la Convention. La grande nouveauté qui a frappé les esprits, c'est la présence de députés de couleur, un noir et un mulâtre. Donc séance dans l'après-midi du 4 février 1994 à la Convention, où on a consacré le principe de la liberté générale dans les colonies. C'est-à-dire que l'abolition imposée à Saint-Domingue par la victoire, même si on peut discuter le mot, des esclaves insurgés, est légalisée et étendue à toutes les colonies. On a voté à main levée, dans l'enthousiasme. Il y avait, semble-t-il, environ 250 députés présents, et le vote a été acquis à l'unanimité. La France avait donc été le premier pays au monde à abolir l'esclavage en 1794. Mais alors, pourquoi ne parle-t-on jamais de cet acte généreux ? Après cette abolition, de nombreux esclaves intègrent l'armée révolutionnaire française pour se battre contre les Anglais et les Espagnols, qui pensent que le moment est venu de priver la France de sa plus belle colonie. Toussaint Louverture est nommé général de l'armée française, puis, après une ascension fulgurante, commandant en chef de la colonie. Dans la colonie de Saint-Domingue, on avait les grandes propriétés. Avec Toussaint Louverture, on a encore les grandes propriétés, mais maintenant, il y avait des noirs propriétaires, des blancs propriétaires et des mulâtres propriétaires. Il cherchait à intégrer Saint-Domingue dans une sorte d'État, de super-État, comme une sorte de Commonwealth, comme le fait Auguste avant la lettre. Justement. Donc c'était un précurseur, et Aimé Césaire dit de Toussaint qu'il est le précurseur, le maître de la révolution de Saint-Domingue.
L'ancien esclave dirige la colonie d'une main de fer. Le travail est maintenant rémunéré, mais il reste obligatoire. Toussaint Louverture dote Saint-Domingue de sa propre constitution. C'en est trop pour Napoléon Bonaparte, qui rêve d'un grand empire colonial en Amérique et qui prend en secret la décision de rétablir l'esclavage aux Antilles. Alors voilà l'Océan qui était le vaisseau amiral sur lequel Pauline Bonaparte et son mari Victor-Emmanuel Leclerc ont embarqué au mois de décembre 1801 pour emmener une expédition de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui étaient chargés de rétablir l'ordre esclavagiste à Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti. Toussaint Louverture, en 1801, avait accordé une constitution à la colonie qui faisait que la colonie n'était plus tout à fait une colonie. Et c'est ça qui va motiver la colère de Bonaparte, qui ne supporte pas que cette colonie lui échappe, qui ne supporte pas que Toussaint Louverture lui fasse de l'ombre, parce que Toussaint Louverture, à l'époque, est un personnage qui jouit d'un prestige important, notamment en France. On l'appelait le Napoléon noir, et ça, ce n'est pas très, très plaisant pour Napoléon. Après quelques mois de combat contre les 30 000 hommes de l'armée napoléonienne, Toussaint Louverture capitule et dépose les armes. Le général Leclerc l'autorise officiellement à se retirer sur ses terres. Mais quelques jours plus tard, il l'attire dans un guet-apens, le capture et le déporte immédiatement en France, où il est emprisonné dans le Haut-Doubs. Voilà, c'est la cellule où se trouvait enfermé Toussaint Louverture au Fort de Joux. Dans un sombre cachot du Fort de Joux en France, languissait un vieux noir qu'admirait l'univers. Trahi par les Français, jaloux de sa vaillance, le noir fut dans ce fort jeté les pieds au fer. Mais une nuit, pensant au ciel de la patrie, à sa femme, à ses fils, à ses champs de maïs, le guerrier s'écria dans un accent sincère, « Ô mon pays, la voûte du cachot entend trop mes soupirs, il m'a jeté dans cette fosse immonde. Bonaparte, rends-moi ma femme et mes enfants. » Mais pourquoi prives-tu du soleil Napoléon le noir protégeant sa patrie? Pourquoi Napoléon, toi qui soutiens, défends le droit, la liberté, combats la barbarie, as-tu ravi d'un noir sa femme et ses enfants? On a enfermé Toussaint Louverture dans la montagne. Il a passé presque 9 mois sans sortir une seule fois de sa cellule. Il avait, il faut dire, déjà 60 ans quand il a été emprisonné ici. Ce qui avait d'assez extraordinaire, c'est qu'il venait des tropiques, qu'il avait toujours vécu là-bas et qu'on le met dans la forteresse française la plus froide de France, à 1000 mètres d'altitude. Bon, l'hiver commence au mois de septembre et puis finit au mois de mai, à peu près. Toussaint a été mis ici simplement pour crever à petit feu. Voilà, que Bonaparte ne voulait pas avoir qu'on puisse lui dire directement qu'il l'avait mis à mort, mais c'était l'équivalent. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas survivre très longtemps ici. C'est une mise à mort lente. Après l'arrestation de Toussaint, son lieutenant Jean-Jacques Dessalines reprend la lutte. La nouvelle que l'esclavage a été rétabli à la Guadeloupe radicalise ses troupes et leur combat devient une guerre sanglante pour l'indépendance. L'armée française, décimée par la fièvre jaune, finit par perdre cette guerre contre son ancienne colonie. C'est ici que s'est livrée à Vertières la bataille décisive qui a abouti à l'indépendance d'Haïti. Il y a eu une bataille terrible et au cours de à la fin de laquelle les troupes françaises se sont donc inclinées et ont donc reconnu la défaite face aux valeureux esclaves noirs qui étaient dirigés à l'époque par le général Capois-Lamort. Et donc à partir de ça, l'indépendance avait été déjà quasiment signée dans les fêtes, ici le 18 novembre 1803. Donc Toussaint n'a pas assisté à cette bataille décisive. Donc il n'a pas connu l'indépendance. Il n'a pas connu l'indépendance. Il n'a pas connu l'indépendance. Toussaint l'organisateur, Toussaint le diplomate, Toussaint le visionnaire, il n'a pas vu venir. Mais il avait dit, quand il s'était fait arrêter, il avait dit en montant sur le bateau qu'en me renversant,
vous n'avez fait que couper le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Effectivement, Toussaint est mort, mais les racines étaient profondes et nombreuses et elles ont bourgeonné et ça a abouti le 10 novembre à la lutte finale pour l'indépendance. En 1804, Haïti devient donc la première république noire et le deuxième État indépendant d'Amérique, 20 ans après les États-Unis. Mais cette indépendance acquise dans le sang par d'anciens esclaves n'est reconnue par aucune des grandes puissances qui craignent que ce souffle de liberté ne se propage dans toutes les colonies d'Amérique. Isolée, victime d'un embargo, Haïti apparaît comme une anomalie de l'histoire, une provocation à l'ordre mondial. La monarchie française, 25 ans après l'indépendance, va décider que pour reconnaître cette indépendance, elle exige d'Haïti le paiement de 150 millions de francs or en 5 ans. Il faut savoir que le budget de la France à l'époque, c'est 60 millions de francs or. Autrement dit, Haïti est appelé à verser la moitié du budget annuel de la France à la France pour reconnaissance de cette indépendance. Et Schellcher, qui a été irréprochable dans son combat anti-esclavagiste, disait d'ailleurs à l'époque, en 1843, quelque temps après, il disait que imposer une indemnité aux esclaves qui ont vaincu leur maître, c'est réclamer par l'argent ce qu'ils ont déjà payé de leur sang. Pour payer cette somme, il a fallu de longues années. Les Haïtiens ont payé entre 1825 et 1883, donc pendant tout le 19e siècle, mais pour payer les intérêts des emprunts qu'ils ont dû faire, à des banques françaises naturellement, pour payer l'indemnité, ils en ont pratiquement eu pour 100 ans. Et ça a pesé très lourd sur le développement d'Haïti. Donc les difficultés considérables que connaît Haïti, qui sont d'abord des difficultés économiques, mais aussi des difficultés sociales, culturelles, morales, politiques, sont liées à toute cette histoire. Que reste-t-il de la perle des Antilles, de cette île à sucre dont on dit qu'elle faisait vivre un Français sur 8 à la fin du XVIIIe siècle? Aujourd'hui, tout me semble à l'abandon, comme un vieux rêve enfoui sous des bidonvilles. C'est vrai qu'Haïti est classé parmi les 10 pays les plus pauvres de la planète. Son sol épuisé ne suffit plus à nourrir les 8 millions d'Haïtiens qui émigrent vers les villes ou qui rêvent de s'installer à Miami ou Montréal. Même si ce peuple est encore fier, n'y a-t-il pas, 200 ans après la dépendance, une grande désillusion? Haïti, c'est la vraie tragédie, et j'ai toujours dit que Haïti rappelle un peu la tragédie grecque. C'est Échille, c'est Prométhée, c'est la découverte, le vol ou le viol du feu, et puis condamné que nous sommes, je vais parler de Haïti, à avoir nos viscères, nos entrailles dévorées par l'aigle. Malheureusement, nous sommes tout près d'un aigle tout puissant, actuellement, qui s'appelle les États-Unis. La France a capitulé face à l'arrogance américaine. Et à un moment donné, la France s'est dit, bon, l'Afrique, je m'en occupe, mais Haïti, et que les États-Unis la prennent en charge. Et là, je crois que c'est une erreur de la part, je ne dis pas du peuple français, mais c'est une erreur de la part de la politique officielle française qui abandonne une enfant, une fille, parce que quelque part, nous sommes africains, mais nous portons aussi en nous les marques de la culture française. Ce n'est pas seulement au niveau des élites, au niveau des noms, au niveau de nos papiers officiels, au niveau de nos extraits de nos actes de naissance, les papiers juridiques, les pièces juridiques sont rédigées en langue française. Il y a toute une fournée de grands écrivains francophones que Haïti a donné pendant 2 siècles. Moi, je crois que c'est une vision erronée d'avoir choisi, là je parle de ceux qui ont eu des postes de direction en France, je ne parle pas du peuple français, d'abandonner une fille parce qu'elle a choisi l'émancipation. J'étais parti sur les traces de Toussaint Louverture. Les traces qu'il a laissées ne sont pas matérielles, mais elles sont inscrites dans la mémoire collective des Haïtiens. Au cours de cette quête,
j'ai rencontré un peuple attaché à la France et aux idéaux des droits de l'homme. Mais le plus surprenant, c'est qu'en Haïti, j'ai trouvé une part déterminante de notre histoire de France. Cette face cachée de notre passé qui nous lie au peuple haïtien et que nous refusons de reconnaître. Allons-nous enfin un jour renouer des liens avec cette petite république, fille de la Révolution française ?